Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 30 juin à la une de l'actualité. Clôture de la session parlementaire ordinaire 2023-2024. Les présidents des deux chambres appellent à se mobiliser pour les prochaines présidentielles. Nous les écouterons dans quelques instants. Gros plan sur la production de spiruline à Biskra. Un chercheur en biotechnologie a lancé sa ferme et fournit aujourd'hui les 58 wilayas et différents laboratoires pharmaceutiques de cette algue nutritive. Reportage tout à l'heure. Nous irons à la découverte de la Kasbah de Béjaïa, la citadelle édifiée par les Almohades au XIIe siècle. Il comprend notamment la vieille mosquée Ibn Khaldoun où l'érudit lui-même a officié. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, clôture ce dimanche de la session parlementaire ordinaire 2023-2024, conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution et de l'article 5 de la loi organique 16-12, modifiée et complétée, fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le gouvernement. Le Conseil de la Nation a clôturé sa session parlementaire lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil Salah Goudjil, en présence du président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali, du président de la Cour constitutionnelle Omar Belhadj, du Premier ministre Nadel Arbaoui et de membres du gouvernement. Lors de son allocution, Goudjil a exposé les avancées réalisées par l'Algérie dans différents domaines, appelant les Algériens à l'intérieur et l'extérieur du pays à se mobiliser lors des prochaines élections présidentielles. Je vous invite à l'écouter. الحمد لله هذا تقريب 5 سنوات اللي فاتت. Suite à l'élection du président de la République Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a fait ces 5 dernières années de grands pas en avant dans tous les domaines, politiques mais aussi économiques. Nous avons aujourd'hui atteint un point de non-retour en termes d'indépendance économique, ce qui est à même de préserver notre indépendance politique, car cela a permis de donner un poids régional à notre pays et de renforcer sa position sur la scène internationale. Nous sommes également très fiers de la position qu'occupe l'armée nationale populaire et le niveau qu'elle a atteint dans tous les domaines. L'Assemblée populaire nationale a également clôturé sa session parlementaire lors d'une séance plénière présidée par le président de l'APN Brahim Bourali en présence du président du Conseil de la Nation Salah Goudjil, du président de la Cour constitutionnelle Omar Belhadj, du Premier ministre Nadel Arbaoui et de membres du gouvernement. Lors de son allocution, Bourali a insisté sur l'importance de consolider les acquis réalisés et leur promotion, l'implication également dans l'effort collectif pour faire réussir les prochaines échéances électorales qui renforceront la démocratie dans notre pays. Je vous propose de l'écouter. Je tiens à exprimer ma reconnaissance et à saluer l'initiative du président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a réuni les deux chambres du Parlement et adressé un discours à la nation. Instituant ainsi une tradition louable qui redonne la place qui lui sied à ce pouvoir législatif issu de la volonté du peuple en complémentarité avec le pouvoir exécutif et judiciaire. C'est avec ces mots que nous clôturons aujourd'hui notre session parlementaire ordinaire, animée par l'espoir d'un avenir encore plus éclatant, après que notre pays ait surmonté de nombreux obstacles, relevé de nombreux défis et réalisé d'innombrables acquis lui permettant d'aller de l'avant dans le processus d'édification et de développement. Et en prévision des élections présidentielles du 7 septembre, le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles se poursuit au niveau de l'ANI. Pas moins de 31 candidats à la candidature ont été enregistrés jusqu'à cette heure-ci, selon l'autorité indépendante des élections. Le Conseil supérieur de la jeunesse a organisé à Oran une conférence régionale de la jeunesse active des wilayas de l'ouest du pays avec la participation de pas moins de 400 jeunes de 13 wilayas, lesquels ont débattu à travers des ateliers, des moyens susceptibles de la coopération entre eux au niveau de leur wilaya
C'est dans le but de l'exécution de différents programmes, avec en premier lieu la sensibilisation des jeunes à l'importance de participer à l'élection présidentielle du 7 septembre. Et président d'une rencontre régionale de proximité sous le thème citoyenneté efficace, société active, consacrée à la culture électorale. Nourdine Ben Baraham, président de l'Observatoire national de la société civile, a affirmé que la société civile est appelée à se mobiliser pour conscientiser les citoyens et promouvoir la culture électorale au sein de toutes les catégories de la société. Au plan à présent sur la production de spiruline, cette micro-algue connue pour ses propriétés nutritives est très demandée aussi pour la fabrication de compléments alimentaires. Un chercheur en biotechnologie de Biskra a lancé sa ferme pour la culture de la spiruline. Aujourd'hui, il fournit les 58 wilayas du pays et différents laboratoires pharmaceutiques. Reportage de Amal Bouarb. Les vertus nutritives exceptionnelles de la spiruline, une microalgue d'eau douce, lui ont valu d'être désignée par la FAO, Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, comme un super aliment. Des bienfaits qui ont poussé ce jeune chercheur en biotechnologie de Biskra à s'intéresser de près à cette microalgue. On est le seul producteur de la spiruline en Algérie. On fait la culture et la transformation de la spiruline pour avoir la spiruline sous forme de paillettes. La première production en novembre 2022 et on fait la distribution dans le territoire algérien vers 58 wilayas. Le premier consommateur de la spiruline en Algérie, ce sont en premier lieu les laboratoires de compléments alimentaires et les gens qui souffrent de malnutrition. Située dans la commune de Lotaya, cette ferme dispose d'une capacité de récolte de 500 kg de spiruline par an. Après la récolte de la spiruline, on fait le séchage dans 2 étapes. La première étape, c'est un presse. On fait le séchage avec un presse pour éliminer le maximum de l'eau. Deuxième étape, c'est augmenter la surface de la spiruline en utilisant des poussoirs à merguez pour avoir la forme de spaghetti de la spiruline. Enfin, on fait le séchage avec un sécheur à l'air libre. Il existe différentes souches de spiruline. En Algérie, on utilise la souche algérienne de Tamarast. C'est une souche de forme droite un peu inclinée et elle est riche en protéines et vitamines et sels minéraux. La consommation de 3 jusqu'à 5 grammes de spiruline peuvent compenser le besoin nutritionnel toute la journée. À force de détermination et de persévérance, ce chercheur dispose désormais d'un savoir-faire avéré et de certificats de conformité pour produire une spiruline de qualité très demandée sur le marché national. Pas moins de 96 étudiants sahraouis sont arrivés ce dimanche à l'aéroport international Ouad Boumediene. Un premier vol en provenance de Bilbao en Espagne qui a atterri à 13h. Il s'agit de jeunes qui rejoignent leurs familles dans les camps de réfugiés à Tindouf. L'opération entre dans le cadre du programme de la saison estivale au profit des Sahraouis. On écoute ces déclarations. Nous sommes arrivés d'Espagne et allons retrouver nos familles dans les camps. Je remercie les autorités algériennes. Je suis ici dans mon deuxième pays. Nous sommes venus rendre visite à nos familles. Le voyage s'est très bien passé. Nous avons été très bien pris en charge par nos frères algériens. Cette initiative entre dans le cadre des programmes d'été. Les enfants des camps sont accueillis par les comités d'amitié et des familles durant l'été. Nous avons accueilli aujourd'hui des enfants et des étudiants réfugiés sahraouis en visite au camp de Tindouf. Comme chaque année, toutes les facilitations nous sont offertes par l'aéroport international d'Alger et nous sommes heureux de les accueillir dans leur deuxième pays, l'Algérie. Et à quelques jours de la fête de l'indépendance, le consulat général d'Algérie à Genève organise une garden party pour la communauté algérienne. L'événement accueilli dans les somptueux jardins du consulat a été placé sous le signe de la convivialité et du partage. Retour sur cet événement avec Afaf Belbouchette. Les retrouvailles de la communauté algérienne à Genève, ça donne ça. En
ce jour ensoleillé, les jardins somptueux du consulat général d'Algérie à Genève accueillent une garden party exceptionnelle, une première en son genre, organisée pour célébrer les fêtes de l'indépendance et celles de l'Aïd concomitamment. La célébration de Eid al-Adha en famille et entre amis est une manière de préserver notre culture et inculquer nos valeurs aux générations futures. Cela ne fera que renforcer les liens qui unissent notre communauté. Les invités, parés de leurs plus belles tenues, déambulent parmi les allées, savourant des buffets généreux où les saveurs algériennes se marient harmonieusement à des touches internationales. C'est une bonne occasion pour se retrouver et faire des rencontres intéressantes. Il y a aussi l'échange d'expertise entre les associations algériennes. Bien qu'on soit loin de notre pays, on était nombreux à venir de différentes régions. Très belle organisation, surtout pour les enfants, pour avoir des repères. C'est pas meilleure chose. Une belle organisation, un beau repas, des familles, des enfants. Et on a passé une journée magnifique. L'atmosphère est empreinte de joie et de convivialité. Les enfants, eux, s'en donnent à cœur joie dans l'espace de jeux gonflables. Leur rire résonne à travers les jardins. J'ai beaucoup aimé cette soirée. Masha'Allah, le consulat. Merci beaucoup. Et ça marque les esprits, pas que pour les grands, pour aussi les enfants. Les enfants qui voient qu'il y a des Algériens. Cette garden party, une première pour la communauté algérienne à Genève, est une véritable réussite. Un moment de détente et de célébration qui, sans doute, restera gravé dans les mémoires, marquant le début d'une belle tradition. À l'étranger, l'armée sioniste a de nouveau bombardé ce dimanche la bande de Raza, le nord notamment. Le secteur de Choujaïra a été particulièrement visé, faisant plusieurs morts. Et les attaques ont ciblé également Rafah. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, entre 60 000 et 80 000 Palestiniens ont fui l'est et le nord-est de la ville de Raza après l'ordre d'évacuation donné jeudi par l'armée d'occupation. Plus de 37 877 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre dernier, au moins 43 ces dernières 24 heures. Le président mauritanien sortant, Al-Ghazouani, est largement en tête après le dépouillement d'environ 90 des suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle de samedi. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani détient plus de 55% des voix selon la plateforme en ligne de la commission électorale. Le principal opposant, Biram Dah Abeid, est 12e avec environ 22% des voix. Législative anticipée en France. Ce dimanche, le taux de participation vers 17h a dépassé les 59%. En France métropolitaine, selon le ministère de l'Intérieur, un record depuis 1981. Le dépouillement a débuté dans les bureaux de vote qui ont fermé il y a quelques minutes. Et ce scrutin est à grand suspense après la percée inattendue de l'extrême droite lors des dernières européennes. Et les premières estimations tombées à 20h, heure française, donnent le parti du Rassemblement national en tête avec 34% des voix, suivi du Nouveau Front populaire avec 28% des voix. Et on fait le point avec notre correspondante Afaf Belhouchet. C'est une élection qui risque de changer le visage de la France. Survenue après une dissolution qui a pris de court l'ensemble de la classe politique. Et malgré une campagne éclair, les Français se sont fortement mobilisés, enregistrant en mi-journée le taux de participation le plus élevé depuis les législatives de 1981. Aujourd'hui, on se rend bien qu'il y a des forces assez polarisées dans le jeu politique. J'ai l'impression qu'on est en train de voir une France qui se divise un peu. Et je pense que le meilleur moyen pour répondre à ça de manière non violente et tout, c'est d'aller voter. En principe, je vote toujours quand même. Mais là, particulièrement parce que l'avenir me fait peur. Sinon, on risque d'avoir de gros changements dans notre société et ce n'est pas forcément souhaitable. Et pour cause, cette campagne s'est illustrée par un climat nauséabond, dominé par la xénophobie et le racisme, libérant des discours haineux bien au-delà des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est en danger. On est en France, on fait ce qu'on veut. Alors, va à la niche. Du côté de l'extrême droite, c'est l'euphorie. Après avoir imposé le thème de l'étranger, en particulier l'algérien, présenté comme responsable de tous les maux, ils promettent d'abolir le droit du sol. Je rappelle que le Rassemblement national, c'est
un mix entre des anciens collabos l'Allemagne nazie et des anciens de l'OS, et qui ont formé le Front National. Et on voit bien qu'ils retrouvent ça, c'est-à-dire cette croyance qu'avait portée Pétain. Et il veut trier les Français eux-mêmes entre des bons Français qui n'auraient qu'une nationalité, des mauvais Français qui en auraient peut-être d'autres, mais également entre les enfants de France qui naîtraient sur le territoire national et qui ne pourraient donc de fait ne pas être français. Et nul n'a été épargné. Des journalistes et des personnalités d'origine maghrébine ont été ciblés par des menaces racistes en hausse spectaculaire. Et à partir du moment, effectivement, vous sentez que votre parti est en tête, ça vous donne le droit de vous sentir supérieur. Moi, je ne voudrais pas qu'on vive cette situation et qu'on ajoute... quand on est venu chercher les musulmans, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas musulmane. L'autre cible qui a fait consensus jusqu'au sein de la droite républicaine, ce sont les musulmans, accusés d'être à l'origine d'un antisémitisme pourtant séculaire en France, malgré les mises au point répétées du recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui n'a eu de cesse de marteler que l'extrême droite était l'ennemi commun. Confirmé, plus de halal, plus de kasher si Marine Le Pen est élue présidente. Oui. Un climat qui a lourdement pesé sur le quotidien des musulmans. La gauche, quant à elle, a surmonté les obstacles de la division et a mené une campagne sans relâche pour faire barrage au Rassemblement national. Cependant, le mode de scrutin à 2 tours leur demeure défavorable, quel que soit le résultat au premier tour. Cette triste nouvelle décès de notre collègue, le preneur de son à la retraite, Abdelhamid Ait Abdallah, des suites d'une longue maladie. En son nom et au nom des travailleurs de l'entreprise, le directeur général de l'EPTV présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Un mot de sport et médaille d'or pour la gymnaste algérienne Kaylia Nemour au championnat international de gymnastique Rom Gym Trophy 2024, décroché aux compétitions des barres asymétriques disputées ce dimanche à Bucarest en Roumanie. L'Algérienne de 17 ans a réalisé la meilleure performance personnelle depuis le début de la saison. Et vous pourrez admirer le trophée de la 57e édition de la Coupe d'Algérie de football au stade du 20 août 55. La direction du Chabab El-Ouizdad l'a exposé 4 jours avant la grande finale prévue le vendredi 5 juillet au stade olympique du 5 juillet 62. Les premiers groupes d'enfants ont commencé à affluer dans les camps de vacances de Sidi Frej. Plus de 32 000 y sont attendus cette saison. Parmi eux, 2 000 enfants viennent de l'étranger. Une ambiance conviviale que nous décrit Ahmed Souelah. Commentaire de Mariam Damis. Sous le slogan « Activités récréatives et tourisme éducatif », les camps de vacances et de loisirs pour les enfants et les jeunes ont officiellement ouvert leurs portes, accueillant des enfants de toutes les wilayas d'Algérie et 2000 enfants de la communauté nationale résidant à l'étranger. Les camps des vacances abriteront cette année 32 000 enfants, dont les enfants de la communauté à l'étranger, à partir du 11 juillet jusqu'au 4 août. Des activités culturelles et sportives leur ont été concoctées, de même que des sorties pour découvrir les différents sites touristiques afin d'offrir à ces petits vacanciers une expérience enrichissante. L'Agence nationale des loisirs de jeunes a mobilisé un grand nombre d'encadreurs qualifiés pour veiller à leur confort. Tout est sympa ici, on s'amuse bien, on apprend plein de choses. Ils vont nous emmener à la plage et nous emmener faire des balades aussi. Nous allons visiter Jama al-Jazair et le sanctuaire du martyr. Ils vont même nous acheter des jouets. Outre la joie qu'elle procure aux enfants et le plaisir des jeux et des retrouvailles, ces camps sont un lieu privilégié d'apprentissage de la culture, de la citoyenneté et du vivre ensemble.
On va à Béjaïa, à la découverte de la Kasbah, classée patrimoine national depuis 1967. Cette citadelle a été édifiée par Al-Muhad au XIIe siècle. Un de ses monuments phares, la vieille mosquée Ibn Khaldoun, où l'érudit lui-même a officié. Reportage de Naïma Haouch. Voilà à quoi ressemblait la Kasbah de Béjaïa au XIIe siècle. Tous les édifices qu'englobe la maquette sont encore debout. Mieux encore, ils ont été réhabilités avec minutie afin de préserver leur authenticité. Le site a été scindé en 6 lots de restauration, dont 5 lots achevés à 100% et réceptionnés. Le 5e lot est en cours d'achèvement avec un taux d'avancement de 95%. En 2024, nous avons eu une réévaluation pour l'achèvement des terrasses. C'est un site construit par les Almohades vers le milieu du IIe siècle. Il renferme plusieurs édifices, à savoir les bastions, la maison à patio, les 2 portes qui constituent les 2 portes principales de la Kasbah. Il comporte aussi une mosquée. Vous l'avez compris, il s'agit de la mosquée de l'érudit Ibn Khaldoun qui a connu sa première opération de restauration en 2003 et dont le buste trône à l'entrée de la citadelle. L'illustre Ibn Khaldoun donnait des cours de jurisprudence aux étudiants et où le gouverneur d'autrefois venait assister à la prière du vendredi. Elle a été occupée par les Espagnols en 1510, puis ils furent chassés par les Turcs. Ces derniers ont apporté plusieurs transformations au site. Une deuxième grande opération de restauration a été lancée en 2014. Et a pris en charge, entre autres, la muraille de la Kasbah et le bastion 1, qui représente la partie la plus haute du site. Pendant les travaux de restauration, les architectes ont fait des découvertes surprenantes. Lors des travaux de restauration, le site a mis au jour plusieurs découvertes archéologiques, dont des espaces laissés comme réserve archéologique pour éventuelles fouilles archéologiques par le Centre national de recherche en archéologie et d'autres espaces qui étaient enterrés, actuellement déterrés et restaurés et ouverts au public, tels que le lieu de détention et la poudrière. Cet été, l'ensemble des édifices de la citadelle seront accessibles aux visiteurs. C'est magnifique, comme vous le voyez. Je viens de Médéa pour visiter et me détendre, profiter de la nature. J'attends seulement qu'ils ouvrent le fort. Je viens de Blida. La Kasbah est belle. Je respire de l'air frais. Comme vous voyez, nous avons tout. Le soleil, la mer. J'aime beaucoup cet endroit. Il est vieux, il remonte aux Hamadites. Une enveloppe de 400 millions de dinars a été consacrée à la réhabilitation de ce monument qui s'étend sur 2 hectares et dont la valeur multidimensionnelle, historique, culturelle et archéologique a requis un travail titanesque pour préserver son authenticité et son apparence d'antan. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.